Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ligue 1 Legends sur la chaîne Twitch de la Ligue 1 Uber Eats, votre petite session mensuelle de nostalgie, de culture foot, de culture Ligue 1, avec toute notre équipe évidemment pour vous parler de tout ça. Joël, streamer sur Twitch, big boss de l'e-sport français, est avec nous. Comment ça va Joël ? Ça va très bien et vous? Très très content d'être là pour parler de cette Ligue 1 old school que je suivais et que je suis toujours énormément. Ouais. Et Joël qui, contrairement à ce que son maillot indique, est supporter de L'Olympique de Marseille, exactement. Comme il ne l'indique pas, voilà. Voilà. Pour la cohérence, on repassera. Par contre, le maillot est très stylé. Ça, Oui, il faut le reconnaître. Voilà. Adri, big boss de Twitter, est avec nous. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va nickel, Alex. Très heureux d'être là. En plus, Max nous a préparé un petit sujet. On va parler du petit prince Malcolm. Donc forcément, moi, je suis grave chaud là. Malcolm qui est dans Ligue 1 Legends, ça fait déjà une petite pique, mais quand même, très très beau match. Donc hâte d'y être. On voit déjà une première larme qui coule comme ça. Ah ouais, là, et là, franchement, Malcolm, c'était il y a 5 ans, mais pour moi, tu vois, vu ce qu'on traverse, c'était déjà il y a 10-15 ans, quoi. C'est un truc assez ouf. C'est vrai que ça paraît hyper lointain, ouais, c'est vrai. Ouais. Et Max, big boss des ventes sur Amazon, est avec nous. Ouais, ou la Fnac, hein, plutôt la Fnac, on va rester corporate. C'est pas sur Amazon que t'es sold out ? C'était la Fnac, ils en ont remis, bref, ça se passe plutôt bien, on va partir au Baléares, tout va bien. mais ouais, et puis voilà, Adri aura son sujet Malcolm, et moi j'aurai le sujet Athènes, et ça c'est pareil, les larmes vont couler à flot. Ouais. C'est difficile, hein. Ouais. Mais c'est aussi ça, Ligue 1 Legends, c'est aussi ça. D'ailleurs, Joël, pour commencer, ton plus gros souvenir d'amoureux de la Ligue 1, c'est quoi ? Mon plus gros... c'est récent, ça fait comme il y a 11 ans, c'est le 3-0 de l'OM contre le PSG avec Amalfitano, tête de Ayou et tout. Ah ouais, puis ouais. André Ayou, c'est vrai qu'on en parle plus du tout de ce mec. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est l'époque où le PSG est clairement supérieur à nous. C'est pas encore le PSG de Messi et tout, mais tu sais, t'as les Pastore et tout le tralala, et on leur met 3-0, et ce soir-là, je pète un plomb. Voilà. Peut-être plus que les titres qu'on avait gagnés à cette époque. Ouais, c'est vrai que ça commence à dater un petit peu. Mais il joue toujours d'ailleurs, André Ayou, non ? Ouais, il est à la gamme. Dans les Émirats, je crois. Swansea ? Ouais, il est pas en première ligue. Ah, je crois qu'il était en Championship ou un truc comme ça. Je sais pas. Il n'est pas parti aux Émirats depuis 6 mois ? Ah ouais, moi j'ai zappé. C'est toi le Marseillais de la bande À confirmer, mais ouais, je crois que c'est Al-Sad. Ok. Moi j'avais perdu sa trace et tout, mais c'était un super souvenir. C'était un peu, on faisait tomber la grosse tête de Ligue 1 et depuis on a eu beaucoup de mal. Bah, ça a été pendant longtemps, je crois, la dernière victoire de l'OM contre le PSG. C'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière, avant celle qui a eu lieu là il y a pas si longtemps. C'est ça. Au parc avec Villas-Boas, ouais. Ah, il a pas laissé que des bons souvenirs, mais il a quand même étripé 2-3 concurrents Villas-Boas. Ouais. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais du coup, moi j'ai un petit souvenir et voilà, il y a Max, un Marseillais sûr, et Joël, et je me suis dit, je vais vous faire plaisir. Et forcément, j'ai un petit but contre l'OM avec ce petit bijou d'Eden Hazard. Parce que là, je suis tombé dessus en faisant des recherches sur Loïc Rémy, et voilà, le golasso d'Eden. Ah, je me rappelle celui-là. C'est saison 2009-2010 ou 2010-2011, celle-là, c'est celle-ci, c'est 2010-2011, c'est quand, c'est quand LOSC file vers le titre avec ce trio mythique, Gervinho, Hazard et Moussasso, qu'on a un peu oublié, mais qui était un top 9. Ouais. Et Hazard avait nettoyé la lucarne de Steve Mandanda. Je me suis dit, pour recommencer, un petit bijou d'Eden. En plus, il revient affronter le PSG avec le Real, donc on se fait plaisir. Ah, c'est dommage, la vidéo se coupe, on n'a pas vu la Mandanda face. La Mandanda face, ouais. Les abusés. C'est le classique. Faudrait qu'un jour on se fasse une compile avec toutes les Mandanda face à chaque but encaissé. C'est toujours un moment de Nutella, c'est toujours très très drôle à chaque fois. Moi, du coup, j'avais envie de célébrer un peu la Saint-Valentin avant l'heure, ça arrive très très vite. Avec une belle image. Voilà. Bon, évidemment, je ramène tout à Nice, hein, vous m'excuserez. Mais voilà, moi, cette action, elle m'a toujours fait délirer. Il n'y a rien qui va dans cette action, c'est n'importe quoi. T'as les deux plus beaux bébés de France, tu vois. Sivelli contre Zlatan. Voilà comment on défend. Tu fais des bisous. Mais la réaction de Zlatan est incroyable. Au début, il comprend absolument pas et après, il se rend compte, tu vois, de la roublardise. Il en rigole, tu vois. Je sais pas, je trouve que cette action,
C'est pas du foot, mais c'est mythique. Ouais. Mais blague à part, Nice, quand ils avaient lui et Pejsinovic, je pense que pour un attaquant se frotter à eux, ça devait être quelque chose parce que la densité physique et dans les duels, tu as dit, ces deux bobés, c'était des monstres, quoi. Je me souviens que c'était pas évident. Hein. Ah ouais, non. Bon, ce soir-là, je crois que Nice en prend 3. C'était le tarif habituel. Je pense que c'était vraiment la meilleure action du match. Et en plus, on se prend un but de Clément Chantôme, on nous dit à la régie. Hein. Donc, pour dire que ça, c'était vraiment le seul souvenir de ce match côté niçois. C'était quand même assez incroyable. Et puis peut-être avant de démarrer forcément l'émission, hommage à quelqu'un qui doit être très heureux de la victoire du Sénégal à la CAN et qui fête aujourd'hui ses 45 ans. C'est Omar Daf. Exactement, que les plus jeunes n'auront peut-être pas connu, mais que les plus anciens connaissent. Alors forcément, c'est Sochaux, son grand club. J'avais noté là 164 matchs de Ligue 1, 94 matchs de Ligue 2 et un seul tout petit but dans sa carrière. Celui-là. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est sa seule année avec Brest où il va marquer le but. C'est pas sous le maillot de Sochaux, mais pour un mec qui a mis qu'un seul but en Ligue 1, il est quand même sacrément joli. Ah, il est beau. Le but d'Omar Daf, qu'on pourrait retrouver d'ailleurs en Ligue 1 l'an prochain, qui est sur le banc de Sochaux actuellement. Et si je dis pas de bêtises, ils sont 4e ou 5e. En tout cas, ils sont dans les barragistes pour le moment, nos amis sochaliens. Donc, on retrouvera peut-être Omar l'année prochaine sur un banc de Ligue 1. Ça serait cool de retrouver Sochaux en Ligue 1 quand même. Ça fait longtemps maintenant qu'on les a plus vus. Hein. C'est ça. Ils étaient descendus avec Hervé Renard et le fameux duel dernière journée contre Pascal Duprat. Oui, c'est vrai. Hervé Renard avait commencé à ramener les Zambiens qui avaient gagné la CAN comme Mayuka, comme Stopila Sunzu. Et Sochaux, ce qui est intéressant, c'est que même en descendant en Ligue 2, c'est toujours resté un centre de formation hyper performant dans les classements. Je crois qu'ils n'ont jamais quitté le top 10. Donc la formation sochalienne qui reviendra en Ligue 1, franchement, ça fera un petit plaisir. Puis Sochaux, année 2000, voilà, ça parle. Il y a quand même 2-3 équipes sympas là qui sont en haut de tableau de Ligue 2. Alors, désolé pour ceux qui sont pas en haut de tableau de Ligue 2, mais on pourrait quand même retrouver quelques équipes assez sympas l'an prochain. Toulouse, Ajaccio, Sochaux, c'est des équipes qu'on a connues, nous, en Ligue 1 et qui pourraient remonter. En plus, l'année prochaine, avec les 4 descentes, ça pourrait être rigolo d'avoir plein d'équipes historiques. Ouais, si on se sauve pas cette saison, si on se sauve, mais la saison prochaine, moi j'ai très très peur de ces 4 descentes simultanées. Je pense que là on va avoir une course au maintien assez incroyable. Ouais, l'année prochaine va être épique par rapport à ça. Il y a moyen, effectivement. Allez, je vous annonce un petit peu le programme pour aujourd'hui. On va commencer avec un sujet sur la formation de l'Olympique lyonnais. Le titre peut paraître assez énigmatique dit comme ça. On a une théorie pour vous, on va vous expliquer ça. Après, on reste sur la formation lyonnaise. Mais on va parler de sa plus belle saison qui, elle, s'est jouée à l'OGC Nice. Vous remarquerez pas mal de sujets entre Lyon et Nice aujourd'hui. C'est normal puisqu'on a un très très gros match ce soir entre Lyon et Nice, justement. Donc on reste dans le thème. Et donc on se fera une spéciale Hatem Ben Arfa quand il était à son prime, formé à l'Olympique lyonnais. Mais c'est clairement en Ligue 1. Là où il nous a fait le plus rêver, c'était à Nice. Et ça, c'est pas pour me déplaire. On se fera un petit obus tranquille avec les plus belles bicyclettes de Ligue 1 également, histoire de continuer à en prendre un peu plein les yeux. Match de légende aujourd'hui, ce sera un Lyon-Bordeaux. Je n'ai plus l'année. C'est quoi déjà? C'est 2017, voilà, merci. Lyon-Bordeaux, assez incroyable. Et on termine par un petit focus sur Bonaventure Kalou. Voilà, tout simplement. Très bon. Pour faire plaisir à Joël. Ouais, c'est l'un de mes joueurs préférés en sélection en plus, Kalou. Avec Drogba et Keita. Ouais, parce que c'est vrai qu'on l'a pas apprécié, mais tu es d'origine ivoirienne. Oui, c'est ça, voilà. Allez, on va commencer tranquillement, donc avec un sujet un petit peu spécial, avec une théorie sur le centre de formation de l'Olympique lyonnais. On a un peu l'impression que sur ces 20 dernières années, Lyon a cherché à créer son propre Thierry Henry. Est-ce que, Adri, tu peux nous expliquer ça? C'est vrai que c'est une théorie qui peut paraître un peu farfelue, mais quand on regarde finalement les profils sortis au fil des années, on a eu Loïc Rémy, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Alassane Plea ou encore Mizien Maoulida. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à leur début, ils étaient vraiment dans un style un peu Henry, de profondeur, de percussion,
beaucoup de zones du pied pour terminer les actions avec tout simplement l'enroulé. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Voilà, là on peut voir Loïc Rémy, le geste de l'enroulé qui est un peu la marque, la signature de Thierry Henry. Et forcément on s'est un peu demandé, mais est-ce qu'il y avait cette volonté unique à Lyon de chercher un nouveau Thierry Henry qui était toujours encore dans ses années fortes quand voilà par exemple un Loïc Rémy a commencé à émerger. Et on a posé la question à Armand Garrido, on s'est renseigné au cours d'émission, il nous disait il n'y avait pas forcément la volonté de créer un nouveau Thierry Henry. Par contre il disait c'est vrai que nous quand on forme des joueurs à l'OL dans ces années-là, on a toujours cherché à avoir un football offensif, c'est-à-dire que on avait beaucoup de joueurs tournés vers ce secteur. C'est vrai qu'on peut, si on fait un petit comparatif, parmi les très grands joueurs qui ont émergé à Lyon, il y a eu, c'est vrai, un défenseur comme Samuel Umtiti, il y a eu un milieu de terrain comme Corentin Tolisso, il y a eu Gonalon, Ferry, mais c'est vrai que la plupart des grands joueurs qui sont sortis de l'OL, c'est des attaquants, et c'est vrai qu'il y avait cette recherche du Thierry Henry. Il y a des images de Loïc Rémy qui circulent, et c'est vrai que Loïc Rémy, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le style, dans l'allure, même dans la mimique, quand il célèbre, c'était celui qui me faisait un peu le plus penser à lui. Et je suis content parce que quelqu'un comme Arsène Wenger, qui a quand même connu pas mal Thierry Henry, partageait cet avis. Il disait indéniablement, dans sa facilité de course, dans la vitesse de ses enchaînements, il me fait penser à Thierry quand il était jeune, donc il faudra le surveiller. Je pense que c'est peut-être celui, parce qu'après on va un peu parler de Lacazette et de Martial, c'est peut-être celui qui au fil de sa carrière a gardé le plus ce style Henry, vraiment dans ses déplacements, dans sa manière de finir les actions, parce que par exemple, si on peut faire un peu la transition avec un Alexandre Lacazette, merci Amaury de passer les images, c'est vrai que Lacazette, il a été comparé à Henry à ses débuts, parce qu'il était aussi un peu dans ce style d'attaquant / ailier tonitruant qui aimait beaucoup faire des appels, et au final Lacazette a un peu plus changé son jeu, a évolué pour devenir un neuf plus complet, un peu à la Firmino finalement. Donc c'est vrai que la comparaison, elle avait plus lieu d'être avec un Henry. Et d'ailleurs, lui-même, Lacazette dit, je ne vois pas de similitude avec Thierry Henry. C'était un joueur qui allait très très vite, qui aimait vraiment progresser. Moi, je suis plus dans l'échange avec mes partenaires, les remises, les déplacements, les combinaisons. Voilà, c'est vrai que moi je partage plutôt cet avis. Je sais pas ce que vous en pensez sur le cas Lacazette, parce que c'est vrai que c'est l'attaquant un peu le plus emblématique qui est sorti de l'OL. Je rappelle quand même ses stats: 203 matchs en Ligue 1, 100 buts, 32 passes décisives, et peut-être un retour à venir à Lyon, un last dance qui personnellement fait assez envie. Ah oui, c'est vrai que ça serait pas. Mais je pense que tu as raison, c'est vraiment Lacazette, c'était plus au tout début où il avait ce registre. Et il y a un truc aussi, outre le fait d'avoir une similitude un petit peu physique et cette qualité d'enrouler les ballons, il y avait aussi ces courses, je trouve. Tous les joueurs qu'on cite, au moins à leur début, tu les voyais toujours commencer sur un côté pour essayer après de repartir et de repiquer dans l'axe et d'enrouler. Ils le faisaient tous quasiment. Lacazette, à ses débuts, il tournait autour d'un Lisandro, d'un Gomis, donc il pouvait pas encore. Et on le voyait souvent côté droit aussi. Exactement, il pouvait pas occuper ce poste d'avancante parce que il y avait deux monstres devant lui. Ouais. Après, concernant Loïc Rémy, après, je pense que Joël a les mêmes souvenirs que moi. C'est quelqu'un qui a eu un registre un peu plus intéressant que Thierry Henry de la tête, je trouve. Il a marqué énormément de buts de la tête, notamment à l'OM. Ouais. Et à ce niveau-là, je pense que la différence, le distinguo peut peut-être se faire avec Henry, qui lui, pour le coup, sauf erreur de ma part, était pas un immense joueur de tête, qui était plutôt quelqu'un qui aimait avoir le ballon dans les pieds. Loïc Rémy, lui, était capable, par contre, d'aller chercher à 3,50 m le ballon et le catapulter de la tête. Donc, à ce niveau-là, il y avait une différence. Mais je reviens sur ce que tu as dit, Alex, et c'est, à mon sens, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que ces joueurs-là, pour le moment, ceux qu'on a cités, c'est des joueurs qui ont commencé, alors peut-être pas leur formation, mais en tout cas leur début en Ligue 1, sur un côté, véritablement en tant qu'ailier, parce que le poste de numéro 9 était bouché à l'époque à l'OL, et ils se sont recentrés au fur et à mesure de leur carrière. Ça a été un peu le cas avec Thierry Henry, notamment lors de son passage à la Juve. Petit échec aussi quand il était ailier gauche à la Juve, même grand échec, on peut le dire. Et on a vu quand même, je suis pas persuadé que Thierry Henry avait cette capacité de jouer sur l'aile, ou alors dans un Barça mieux organisé sur la fin de sa carrière. Arsenal, il le faisait partir côté gauche aussi. Oui, mais il était quand même toujours, il avait quand même toujours quelqu'un à ses côtés. Il y avait toujours un Robert Pires qui pouvait dédoubler. C'était pas le seul et unique ailier. Eux, en tout cas, avaient aussi ce rôle de pouvoir centrer pour leurs coéquipiers, d'occuper vraiment ce rôle d'ailier. Donc il y a quelque chose. Et moi, j'attends un autre nom qui, à mon sens, est peut-être celui qui à ses débuts me faisait le plus penser à Henry.
C'est Martial ? Martial. C'est Martial. Parce que Martial, on voit actuellement les images, donc l'enchaînement est tout trouvé. Et d'ailleurs, Martial, c'est un peu l'héritier, parce que Thierry Henry lui-même l'a dit, quand il avait 21 ans, donc il était déjà du côté de Manchester, il a dit « Il est bien meilleur que moi au même âge, il a tout pour devenir un attaquant de classe mondiale ». Bon, la suite a été un peu plus compliquée, il n'a pas su confirmer. Mais Martial a aussi eu ce recentrage en numéro 9, on l'a vu notamment en équipe de France. Je me souviens un match contre le Portugal en Ligue des Nations, il avait occupé ce rôle. Et c'est vrai que Martial, à ses débuts, je pense que dans le phénomène de précocité, c'est celui qui se rapprochait le plus de Thierry Henry. Et encore une fois, dans l'explosivité, dans la manière de finir les actions. Je suis d'accord avec toi, Max. Je pense que Joël partagera cet avis. Ouais. Martial, c'était lui. Oui, mais par rapport à ce que vous dites, par rapport à Lyon, est-ce que vous pensez pas que par défaut, généralement, les attaquants sont un peu formés, un peu dans ce style-là, beaucoup jouent en profondeur et un peu sur les côtés, et puis tout simplement au final, au fur et à mesure, ils commencent à les spécialiser vers d'autres postes, tu vois. Par exemple, comme Lacazette, qui était, je me rappelle au début, Lacazette, c'était beaucoup de profondeur, puis petit à petit, il a commencé à beaucoup jouer en remise, point d'appui avec les autres, pour devenir le joueur qu'il est à Arsenal, quoi. Non, ta théorie est intéressante, et même, tu vois, dans un autre registre, un Gouiri à Lyon aussi a déjà commencé sur les ailes, mais ils ont bien eu une formation de numéro 9 aussi pour Martial. Pareil, là il y a Alassane Plea, on voit les images. Alassane Plea, je pense que c'est Alex qui pourra nous en dire quelque chose. Il y a aussi du Henry, je trouve, dans son style, notamment les déplacements, dans la manière de extrêmement bien sentir les appels, d'être très lucide finalement dans la zone de vérité. Plea, mine de rien, en 119 matchs de Ligue 1, c'est 36 buts et 22 passes décisives, donc un joueur assez complet. Et voilà, dans ce Nice où il y a eu, on en reparlera après, Ben Arfa, d'ailleurs, qui lui a donné quelques galettes intéressantes. Il a aussi une belle relation technique avec Belhanda. Je pense que Plea, dans le fait de prendre la profondeur, c'était aussi un petit phénomène, quand même. Justement, c'est vrai que Plea, c'est quelqu'un qui a eu des débuts très très compliqués à Nice, qui était extrêmement critiqué, mais qui gardait toujours la confiance de Claude Puel, parce que c'était quelqu'un qui était excellent dans ses appels de balles et qui était extrêmement généreux. Il avait beaucoup de coffres et il avait cette capacité à jouer autant sur le côté que de jouer en pointe. Et l'efficacité, il l'a eu à force de travail. D'ailleurs, il avait eu un déclic contre Monaco, si je me souviens bien, où en gros il loupe un péno. Il loupe un péno, et justement c'était une époque où il était très critiqué, et ce jour-là tu as le public qui a une réaction différente et qui, au lieu de l'enfoncer, de le siffler, alors que ça t'est déjà arrivé qu'il se fasse siffler, au contraire qui essaie vraiment de le motiver, qui vraiment essaye de dédramatiser, on va dire, un petit peu la situation. Et derrière, je crois qu'il en met un ou deux, je crois, je sais plus exactement. Et du coup, derrière, bam, ça y est, c'est l'explosion d'Alassane Plea. Et vraiment dans ce style très la Thierry Henry. Je vois beaucoup sur le chat de gens qui parlent de Gouiri, forcément. Parce que Gouiri, c'est vrai que lui aussi, pour le coup, a ce registre de jeu d'ailier qui va repiquer dans l'axe, mais on l'a pas mis dans cette réflexion, parce que lui, pour le coup, dans la manière de jouer, il n'y a pas de mimétisme avec Thierry Henry. Lui, il n'a pas ce registre de jeu-là, ce registre technique. Et il y en a un autre qu'on n'a pas cité parmi les grands attaquants formés à Lyon, c'est Benzema. Et d'ailleurs, Gouiri et Benzema, je trouve, eux, ont des mimétismes entre deux. Il y a une vraie manière de jouer, mais par contre, là, on peut pas rapprocher ça d'un Thierry Henry dans le style, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour reparler de Martial, Morad, il dit le premier but à Manchester de Martial était ouf. Je sais pas si vous en souvenez, où il est mis au Scartel. Et c'est vrai que ça, c'est un but forcément un peu à la Thierry Henry, quoi, dans les petits espaces, savoir dominer son adversaire et finir par un petit enroulé. Ça, c'était aussi la signature. On voit un petit peu de Miziane Maolida. Alors peut-être celui qui est un petit peu plus éloigné, ça a été un des derniers registres, mais ce qui est intéressant pour Maolida, c'est un peu l'évolution peut-être finale des attaquants à Lyon, et ça me permet de conclure, c'est que Lyon s'est aussi tourné vers le futsal, vers cette discipline-là, notamment Maxence Cacré, Amine Gouiri et donc Maolida, ils sont passés quelques cours, quelques séances, et c'est un peu l'étape, la dernière étape pour les attaquants lyonnais, c'est-à-dire avoir un autre registre de jeu, des plus petits appuis, être extrêmement vif dans les espaces. Et c'est vrai que Maolida, je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais ça se retrouve dans son jeu. Alors évidemment, il n'y a pas eu des stats, c'était pas quelqu'un qui a marqué son passage à Nice comme a pu le faire un Plea, mais en tout cas, je trouve que l'école futsal se ressent un peu plus pour ces joueurs-là. Alors écoute, je t'avoue que je savais pas qu'il avait eu ce passage par le futsal, Miziane Maolida.
Et je suis désolé de te contredire, mais pour le coup, ça s'est pas forcément ressenti. En tout cas, peut-être que s'il avait été au top à Nice, peut-être qu'on l'aurait plus remarqué, mais c'est vrai qu'il était quand même assez emprunté, et notamment techniquement, où on voyait quand même pas mal de contrôle manqués. Donc c'est compliqué là de mettre en avant sa formation futsal, même si de façon générale, c'est un truc que je trouve hyper intéressant, moi, de mettre les gamins au futsal pour que justement ils puissent s'éclater et avoir une super technique. Ben Yedder, par exemple, c'est un super exemple. Le meilleur ambassadeur possible. Ça c'est vraiment le top. Mizan Maolida, malheureusement, je pense que lui, mais effectivement, dans le profil, il s'inscrit dans la lignée de tous ces attaquants, dans ce morphotype. Après, dans la réussite, je ne sais pas trop ce que ça donne pour lui en Allemagne. On n'entend plus trop parler, d'ailleurs. Mais on sentait qu'il y avait du potentiel chez ce garçon. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas forcément fonctionné pour lui. Ça, je ne saurais pas dire. Après, c'est aussi des joueurs qui ont parfois bougé très tôt dans leur carrière, et même avant d'avoir véritablement de vraies performances ou de vraies saisons complètes dans leur club formateur. Et ça, on a tendance quand même à l'oublier parce qu'on a toujours le prisme des joueurs qui réussissent extrêmement vite et qui sont capables de prendre sur les épaules le poids d'un transfert, le poids d'un départ à l'étranger rapidement. Mais tous ces joueurs-là, c'est des joueurs, pour ceux qui ont réussi, qui, à mon sens, hormis Guiri, qui a pas trop joué à Lyon et qui s'éclate à Nice, mais Loïc Rémy avait à minima une saison complète dans les jambes avant de partir. Lacazette a eu plusieurs saisons complètes avant de partir, et Maolida, c'est peut-être celui qui a manqué le plus de temps de jeu jeune, et qui derrière a subi le poids d'un transfert, la concurrence, tous ces facteurs un peu externes qui peuvent peut-être expliquer pourquoi ça marche pas à tous les coups non plus. Ouais. Tu parles de ça et c'est intéressant parce que Do Brasil le mentionne, il y a aussi William Jebels qui a eu ce transfert très tôt, un montant assez difficile à assumer, et pourtant dans le style aussi il se rapprochait de ça, et la transition en plus elle est toute faite parce que il mentionne aussi Bradley Barcola. Voilà, c'est un peu le futur de l'OL, hein, c'est Bradley Barcola, c'est Sekou les gars, c'est des attaquants qu'on verra d'ici peu, on peut espérer pour la formation rennaise, donc toujours un peu dans ce registre là à la Henry qui a quand même un peu évolué. Ouais. Après, est-ce que eux, après je vous laisse réagir là-dessus, mais ils sont aussi tombés à une période où, si je dis pas de bêtises, le parc OL venait de se créer, où l'OL avait besoin de liquidité rapidement et chaque année, et fatalement, quand il y avait un jeune pour qui des clubs comme Monaco étaient capables de mettre entre 8 et 10 millions, même s'ils avaient même s'il y avait du potentiel et qu'ils avaient joué 0 match ou 10 matchs en Ligue 1 avec Lyon était quand même un peu obligé, ou presque, de se dire on peut pas passer à côté de cette manne financière là. Donc il y a peut-être ça aussi qui explique un peu, ils ont été pas poussés dehors, mais en tout cas l'opportunité qu'il y a eu de faire de l'argent un petit peu sur eux rapidement a fait qu'ils ont dû partir, et ils sont pas éclatés à Lyon comme ils auraient pu s'éclater peut-être dans un cadre un peu plus sympa, un peu plus stable pour eux, quoi. Ouais, mais ils étaient un peu barrés aussi tu parles des attaquants, mais il y avait une génération qui tournait bien, t'avais les Lacazette et tout qui marquaient des buts, donc ça a peut-être joué ça aussi, non? Ouais, il y avait forcément, de toute façon, Lyon, le problème, ce qui est pas un problème, c'est qu'ils sont obligés d'avoir des résultats tous les ans. Donc ils peuvent pas se permettre, entre guillemets, et malgré tout, on le voit, ils sont dans un cycle un peu plus complexe, mais ils peuvent pas griller 1 ou 2 ans en se disant on va tout reconstruire, on casse tout et on remet que des jeunes. Donc là où t'as raison, c'est qu'effectivement, quand ça tourne devant et qu'ils avaient quand même des attaquants, et quand Lacazette, etc. est parti, ils ont repris de pas, ils ont toujours aussi mis de l'oseille dans leur transfert, faut pas. Donc les jeunes ont été un peu barrés par rapport à ça, et c'est un peu dommage pour. Après globalement, ça reste quand même un club qui fait vachement d'opportunités à ces jeunes, globalement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une belle fuite de talent, mais c'est aussi parce qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, tu peux pas tous les faire jouer, c'est toujours très 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 compliqué. Ça c'est sûr aussi. Des news de Maolida justement. On se demandait un petit peu ce qu'il devenait à Berlin. Mailinho est allé chercher ça entre-temps, merci à lui. Un but en 14 matchs avec le Hertha Berlin pour Mizan Maolida. Ça ne s'arrange pas. C'est le cas de le dire. Ouais. Ça peut pas marcher à chaque fois. Hein, le Hertha en plus c'est un peu un bourbier en Allemagne depuis pas mal de saisons et tout. C'est un club toujours ambitieux mais qui se casse un peu la gueule, donc c'était pas non plus le meilleur choix. Mais tu te disais il y a plein de jeunes attaquants français qui sont partis, même d'autres que des attaquants qui sont partis en Bundesliga, qui ont eu une éclosion. Même un Marcus Thuram. Il y a eu Pléa qui a passé une belle étape à Gladbach. Donc Maolida, je peux comprendre qu'il part. Modeste. Nkunku, on peut en citer un paquet, mais Nkunku c'est violent quand même cette année. Hein. Nkunku,
C'est incroyable. Je crois que c'est 19 buts, 12 passes D. Enfin, c'est des stats. C'est la double-double. Double en février. C'est un. Ah ouais, non, c'est incroyable. Oui, Diaby aussi nous rappelle Romker sur le chat. Ouais. C'est Diaby aussi, hein, avec Leverkusen, c'est très, son très premier fort. triplé, ouais. Ouais, non, c'est vraiment très, très fort. Mais bon, bref, là, on s'écarte du sujet. Ouais, c'est pas notre championnat. Bienvenue dans Bundesliga Legends. Je pense à Ivan Klasnic. Allez. Thorsten Frings. Je pense à Thorsten Frings et à ses frappes de 45 mètres. S'il y a des petits nouveaux, pensez à follow la chaîne. N'oubliez pas, Liga Legends, c'est une fois par mois. Mais entre-temps, il y a aussi Ligue 1, il y a aussi Pass D avec Rivendi et Zach Nani. Voilà, beaucoup de très très beaux programmes sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à follow. On reste sur la formation lyonnaise. Toujours dans ce crossover avec Nice en vue du match de ce soir. Ouais. Avec peut-être son plus gros talent jamais sorti. Un joueur qui nous exaspère autant, qui peut nous émerveiller. Ouais. Max, c'est le moment. On l'a tous attendu ce sujet. Hein. Vraiment, depuis qu'on l'a décidé, je crois qu'on attend tous que ça. Parce qu'on sait qu'on va en prendre plein les yeux là avec les vidéos. Alors voilà, déjà âme sensible s'abstenir parce que quand les vidéos vont partir, on est quand même sur une compile de 3-4 minutes de n'importe quoi. Hein. Moi j'ai revu quasiment tous les matchs, ou en tout cas toutes les minutes qu'Atem a joué sur cette saison-là. Et vraiment, il y a des dribbles, il y a des buts, il y a de tout. J'ai jamais vu ça presque sur un an en Ligue 1 en termes sur ce profil-là de dribbleur-buteur. Mais bref, donc je préviens tout de suite, ça va être 20 minutes de subjectivité et de lière complète. Ouais. Mais ce qui est important peut-être pour démarrer, c'est de revenir sur le début de l'histoire, parce que là on est déjà sur la saison 2015-2016, mais Atem, il a failli arriver en janvier à Nice, après avoir été barré à Hull City, le prêt s'était mal passé, Newcastle n'en voulait plus, contrat cassé, il arrive en janvier à Nice. Et Alex, tu dois t'en souvenir, la FIFA n'homologue pas ce contrat-là parce qu'il avait déjà joué pour 2 clubs, à Newcastle avec les jeunes. Et oui, mais du coup, il pouvait pas jouer avec le 3e club. Ça faisait 3 clubs déjà, non ? Non, il y avait Newcastle. Ouais, il y avait Newcastle U20 et Hull City. Et il y avait Hull City. Non, ça compte que pour 1, les deux. Ah, d'accord, okay. Mais c'est cette histoire de match de jeunes qui l'a mis un peu dans la panade, et donc la FIFA n'a pas homologué le contrat d'Atem qui arrivera 6 mois plus tard sur un contrat d'1 an. Et à cette époque-là, je sais pas toi Alex, le sentiment que tu te dis c'est une belle prise, c'est pas une belle prise, c'est un retour déjà, c'est son retour en Ligue 1, lui qui était parti quelques années avant. Je sais pas comment toi en tant que supporter, quand ça signe en juin, tu te dis génial, ou alors on va voir quoi. On était tous excités parce que on connaissait tous le talent de Ben Arfa et on savait que c'était quoi qu'il arrive exceptionnel. On était à une époque où on n'avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui à Nice, donc à partir de là tenter le pari Ben Arfa, en plus il n'avait pas encore 30 ans. Tu vois, autant Lille qui fait le pari Ben Arfa aujourd'hui, tu dis peut-être que là c'est un petit peu trop tard pour le tenter. Autant là à l'époque t'avais pas grand chose à perdre. Après c'est sûr qu'il y avait du scepticisme parce que mine de rien c'était quand même un mec qui arrive après de longs mois sans compétition, qui arrive légèrement en surpoids. Le mec s'entraînait en faisant des fives à Aubervilliers. Je veux dire, tu te dis pas ok il est prêt à exploser quand il arrive. Tu vois ses premiers entraînements, tu le vois un petit peu bedonnant et tout, tu dis bon, il va peut-être y avoir du boulot avant de le retrouver rapidement à son top niveau, et en fait pas du tout. Très vite ça explose, très vite ça régale et ça te met des buts, mais d'un autre monde. Honnêtement, je veux dire, encore aujourd'hui, à chaque mercato à Nice, t'as des gens qui se disent purée, on ferait pas revenir Ben Arfa quand même. Il a marqué à ce point, il a marqué l'histoire récente, clairement. Totalement, mais en même temps, il a sorti une saison de zinzin. Enfin, je veux dire, ça a été moi en 20 ans en tant que supporter de l'OGC Nice, j'ai jamais vu un talent pareil sous les couleurs de ce club. Jamais. J'ai les stats là, 17 buts, dont 3 doublés et un triplé, le premier de sa carrière, donc saison la plus prolifique de sa carrière. 6 passes décisives, dont 4 dans le Money Time sur les 5-6 derniers matchs.
match, justement pour finaliser, je crois que vous finissez... on finit quatrième, voilà. Donc c'est aussi à l'époque votre meilleur classement. Nommé au candidat comme candidat au titre de meilleur joueur de l'année dans les 4 au trophée UNFP. Bon, il ne l'aura pas, mais nommé dedans. Nommé dans l'équipe type. Retour en équipe de France. Alors, le mec passe en une saison, passe quand même du Five à Aubervilliers à l'équipe de France. Enfin, c'est fort. Ouais. Et il revient très vite. Alors, il revient dans un contexte qui, a posteriori, est un peu délicat parce que c'est le fameux match du 13 novembre. Mais son début de saison est tel que Didier Deschamps, après 2 mois de compétition, et on se rappelle, Didier Deschamps et Hatem Ben Arfa, ils sont pas ultra copains à la fin de son passage à Marseille. Donc, on connaît Didier Deschamps. Pour qu'il le rappelle après 2 mois de compétition, c'est dire les premiers mois d'Hatem Ben Arfa, il y a eu quand même un petit creux. Je pense que tu t'en souviens, Alex, mois de janvier, février. Ouais. Mais hormis ça, il a fait un très gros début de saison et aussi une très grosse fin de saison où concrètement vous rouliez quand même aussi pas mal sur beaucoup de clubs et vous faisiez mal offensivement à énormément d'équipes. De toute façon, c'est simple. Hein, l'OGC Nice 2015-2016, c'est l'un des plus beaux de l'histoire moderne de ce club. Tu regardes Ben Arfa, effectivement, c'était la méga star. Mais c'est aussi parce que, outre son talent individuel, tu avais un collectif qui fonctionnait super bien. Ben Arfa était dans un rôle de numéro 10, dans un 4-4 de losange, avec justement, on en parlait, avec Alassane Pléa d'un côté et Valère Germain de l'autre. Les deux étaient au top également. Tu avais un milieu de terrain derrière extrêmement joueur avec Papi Mendy qui vient de gagner la CAN d'ailleurs et avec le Sénégal qui revient très très bien avec Jean-Michel Seri qui lui aussi était à son prime à cette époque-là et c'était très très fort. On l'a plus jamais revu après. Lui, son transfert avorté à Barcelone, vraiment, ça l'a plombé. Ça lui a détruit sa carrière, le pauvre. Seri et Vincent Cosiello, alors certes, qui n'a pas réussi à confirmer par la suite, mais lui aussi avait quand même un niveau technique assez élevé et vraiment ça jouait tellement bien et que Ben Arfa en fait il était dans un fauteuil pour s'exprimer. Ça tournait tellement bien ce milieu de terrain là et en plus là on a vu les images de Saint-Etienne, ça c'est le match qui m'a marqué quand il faisait des trucs en solo. Quelle facilité quoi. Non, Cyprien n'était pas encore là, contrairement à ce que nous dit Real RDZ sur le chat. Cyprien arrive avec Lucien Favre, si je dis pas de bêtises. Il arrive juste après. Ouais, parce que même moi, en termes de chronologie, j'avais un problème. C'était, la saison avec les Cypriens où je crois vous battez le PSG, 1 ou 2 fois. Ouais, c'était après. Yes. Okay, ça, c'est juste après avec Lucien Favre. Ben Arfa n'était plus là. Ben Arfa n'était plus là. Il était à Paris, du coup, non ? Ouais, en plus. Il était à Paris, exactement. Et justement, je disais tout à l'heure, cette équipe-là avec Ben Arfa, c'est l'une des plus belles. Après, il y a eu clairement celle de Lucien Favre. Là, clairement, celle de cette saison, celle-là aussi, c'est quand même très, très costaud. Hein. Elle est quand même bien partie pour rester dans les mémoires à Nice. Mais revenons-en au sujet Ben Arfa. Ouais, de toute façon, il y avait 2 points que moi je voulais évoquer. Tu l'as dit un petit peu, c'est la confiance qu'il avait très vite récupérée, mais de par sa liberté, parce que Claude Puel lui demandait pas d'effort défensif ou presque, on va être très honnête, parce qu'il avait aussi 2 attaquants devant lui, donc 2 solutions qui pouvaient soit lui ouvrir des espaces, soit être des solutions de passe. Et du coup, Amaury, si tu l'as en régie, il y a 2-3 buts que je vous ai isolés parce que on parle souvent du Ben Arfa soliste, mais cette année-là, on a vu aussi le Ben Arfa altruiste, notamment en fin d'année. Et vu qu'il avait une telle aura, un tel écho que les adversaires venaient tous sur lui, à 4-5 pour l'arrêter, ce qui libérait notamment des espaces pour plein d'autres joueurs. Et là, on le voit, hop, 3 joueurs qui viennent sur lui, petite passe. Il y a un autre but qui est aussi marquant, je crois que c'est Alassane Pléa qui a la conclusion, où Hatem, il est entouré de 4 ou 5 mecs. Alassane Pléa est absolument tout seul. Petit décalage, but. Et au final, c'est sur cette saison-là, sur la fin de saison notamment, c'est ce qui m'a le plus marqué en revoyant les images, c'est que vraiment, voilà. Tout le monde était tellement attiré par Ben Arfa qu'on en oubliait les Pléa et les Germain. Et j'ai encore revu, je crois que c'était cette semaine, une déclaration de Valère Germain qui dit « Je me suis jamais autant éclaté en tant qu'attaquant que lorsque j'avais Hatem derrière moi, parce que déjà le régal des yeux, évidemment, et puis aussi parce que les passes, elles pouvaient arriver. Et il y a eu beaucoup trop de décalages qui ont été créés comme ça. Et le fait, contre Montpellier, personne ne regarde Alassane Pléa.
Tout le monde est concentré sur Ben Arfa. Quand t'as 5 mecs autour de toi comme ça, forcément, ça ouvre des brèches. Ouais. Et Adris Boone sur le chat qui nous dit effectivement il y avait Germain et Pléa qui faisaient le travail de pressing pour lui pour le libérer de ses tâches. En fait c'était donnant quoi. C'est clair, c'est exactement ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que en revoyant les images, j'étais en me disant est-ce que c'est pas le plus gros gâchis, parce qu'au final ça aurait dû être une saison lambda pour lui parce qu'il en avait les capacités. Balle au pied, il avait les capacités de réitérer cette saison-là. 1, 2, 3, 4, 5 fois en Ligue 1, à minima. C'est clairement le plus gros talent gâché de Ligue 1. Faut dire ce qui est. Enfin, le rapport talent, production sur le terrain, sur l'ensemble de la carrière, il est négatif quasiment. Et là, on le voit sur l'image, c'est quand même quelqu'un, et ça revient à ce que tu disais, Alex, qui s'est très vite aussi fondé une bonne image auprès des supporters, parce que c'est quelqu'un qui te donne des émotions, c'est quelqu'un qui est dans le partage aussi, qui va toujours célébrer ses buts avec les supporters. Et je pense aussi que dans le stade chez vous, tout le monde l'adorait. Bon, il y avait un chant, à chaque fois qu'il sortait, il y avait standing ovation, et lui se nourrissait aussi de ça. Il se nourrissait aussi de l'amour qu'il pouvait recevoir. Et voilà, le côté affectif lui aura peut-être aussi fait défaut à quelques moments de sa carrière. Là, on voit le but qu'a peut-être aussi décidé Nasser de le prendre 2 mois plus tard, quand il part. Alors, ça se joue pas que là, mais c'est vrai que quand tu vois ça au parc, tu te dis, bon, on va peut-être essayer d'avoir ce type-là qui est sans contrat dans 2 mois, quoi. Ouais, d'ailleurs, à l'époque, c'était Sampaoli aussi qui le voulait à Séville. Il y avait Barcelone, Séville et Paris, et ça s'est joué dans le Money Time entre Séville et Paris. Et il a toujours voulu, entre guillemets, jouer pour le club de la capitale. Du coup, Séville prendra Nasri et relancera un petit peu la fin de carrière de Nasri. Mais Ben Arfa, Nasri avait joué à Séville. Ben Arfa sous Sampaoli. Ça s'est mal fini en plus, je crois. Il y a eu l'histoire de dopage pour Samir. Il a fini sa saison en mars-avril, et puis après il aura plus. Ça s'était fini aussi en jus de boudin en Ligue des Champions avec contre Leicester. Ouais, voilà. Il avait été expulsé, Séville est sorti derrière, donc ça s'est mal fini. Mais oui, voilà les fameux what if. Et si Ben Arfa était parti à Séville à ce moment-là? Je sais pas. Ouais, mais après, mais on peut pas savoir. Mais... Le problème, c'est que sa carrière, c'est un peu tout le temps ça. C'est, ouais, mais s'il avait fait s'il avait ça tout au long de sa carrière, par exemple, nous, à Marseille, quand il arrive, on se dit, ouais, on va le relancer avec le public, il va se passer ci. C'était à l'époque il y avait Eric Guéret, tu vois, qui était, on s'est dit, avec lui, ça va bien marcher. C'est un coach qui était assez dur, qui savait révéler des talents comme Valbuena. On s'est dit que ça allait bien marcher. Et au final, ça n'a pas tant matché que ça. Il y a eu quelques bons matchs, il y a eu quelques éclairs. Tu peux voir quelques compilations de trucs de lui. Mais au final, c'est pas un mec qui nous a marqué, tu vois. Il y a eu des buts. Il nous a plus marqué, un peu dans l'extra sportif. T'as eu l'histoire avec. Ça vous parle, vous écoutez l'after foot, peut-être que ça vous parle. Le Hatem, il faut qu'il m'appelle. Tu vois, de Dacier. De Dacier quand il était parti. Tu vois, il y a eu plein d'histoires. Quand il voulait pas rentrer, il y a un match, il avait refusé de rentrer. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire du coup pour ceux qui l'ont pas entendu? En plus, je crois que c'était contre le PSG, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est un PSG-OM, t'as Eric Guéret qui lui dit tout simplement de s'échauffer pour rentrer et il refuse. Ouais. Parce qu'il n'était pas titu. Donc 30 minutes, il n'en voulait pas. C'est énorme. Ben Arfa, c'est énormément de regrets parce qu'avec un comportement un peu plus concerné, il aurait eu une carrière 2 fois supérieure à celle qu'il a eue. C'est dommage qu'on ait eu qu'une saison pleine de Ben Arfa, franchement. Moi, j'ai un peu le même sentiment que toi, parce que quand il arrive au Girondins la saison dernière, c'est la seule recrue, donc et en plus c'est à thème, quoi. C'est un énorme frisson. Et il y a 2 mois qui se passent très bien, où il porte carrément l'équipe, où il marque des buts en solo contre Brest et Rennes, où il fait le job comme jamais. Et puis Bordeaux, contexte particulier, vestiaire divisé, et voilà, ça s'est vraiment dégradé. Il y a un match contre Marseille, je pense que Max, c'est duquel je parle, où l'OM est à 9 contre 11 pendant une demi-heure, et Ben Arfa fait un peu n'importe quoi, veut marquer son but en solitaire, et du coup ça se passe mal dans le vestiaire derrière avec Koscielny, mais tu vois, Athènes, c'est ça, je l'ai eu avec moi, je l'ai eu contre moi, et moi j'ai un souvenir traumatisant, finale Coupe de la Ligue Marseille-Bordeaux,
où Ben Arfa s'amuse avec Chalmé. Mais quand je dis s'amuse, c'est vraiment que voilà, l'OM a un match gagné et il passe son temps à le dribbler, à vraiment le chercher. Et tu vois, Chalmé, enfin c'est pas Jurietti, il va pas lui mettre un taquet de fou furieux, mais quand même quoi, c'était assez spécial. Ouais. Non, mais c'est... Coxicox sur le chat qui nous demande est-ce qu'on peut m'expliquer le nous à Marseille avec un maillot de Monaco sur les épaules. Non, en fait, c'est une longue histoire. C'est juste, c'était le premier truc que j'ai vu. Je me suis dit, bon, je le mets. Et c'est parce que j'ai travaillé à l'AS Monaco, tout simplement. Mais je supporte l'OM. Voilà. Puis il était pas très réveillé ce matin. Il a pris le premier maillot qui passait. Ah ouais, allez, hop. Là, je suis bien réveillé. Mais au début, c'était un peu compliqué. Mais je supporte l'OM, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, je pense que niveau plaisir des yeux, là, on était pas mal avec les buts de Ben Arfa sur cette saison 2015-2016. Franchement, c'était assez fou. J'ai encore le souvenir d'un but que j'avais vu au stade. Je crois que c'était contre Caen, si je dis pas de bêtises, où il dribble 3 joueurs. Il arrive au niveau de la ligne de but au premier poteau, dans un angle absolument fermé. Il a dribblé 3 joueurs. Il t'a fait un festival angle fermé. Et il arrive quand même à te la mettre pleine lucarne, un délire total. Enfin, franchement, c'était ouf. Et moi, j'étais juste là derrière le but. Et quand je le vois arriver, premier poteau comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, il s'est complètement enfermé. Et là, bam, il casse la cage. Ok, d'accord, c'est bon. Ouais. Et je crois que c'était même pas un mois après son arrivée. Je suis d'accord, en fait, il est déjà prêt. Mais là, on le voit, les images contre Angers. Ils sont 6 contre lui. Ils lui prennent pas le ballon. Ouais, c'est n'importe quoi. Il en fait ce qu'il veut. Non, mais sur cette année-là, vraiment, pour celles et ceux qui trouvent les compiles qui ont été faites d'ailleurs sur la chaîne de la LFP, allez-y. Mais attention, sortez le chocolat. C'est 4 minutes incroyables. C'est pour moi, je l'ai noté en gros, mais je sais pas, j'ai pas osé le dire avant, mais j'ai marqué la plus grande saison de tous les temps pour un joueur de Ligue 1. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Mais il y a débat. Pour moi, il y a débat. La plus grande. Un jour, on fera un débat dessus. Ouais. Sachant que derrière, tu gagnes pas de titre, rien. Alors, voilà, c'est ça. Ou la plus grande saison pour un mec qui prend pas un titre. Bon là, on commence à réduire un peu la voilure. Et pour terminer sur un thème dans ce que tu dis, Max, sur la crainte qu'il inspire, regardez ce qui s'est passé le week-end dernier avec Lille. L'action qu'il fait sur un pass décisif pour Botman, Mbappé qui à la fin du match dit en fait on s'est regardé avec Di Maria, toi vas-y, non j'y vais et tout. À 35 ans, même en n'ayant pas joué depuis 8 mois, ce mec continue à diffuser de la peur parce que tu dis que c'est Hatem Ben Arfa. Donc il y a quelque chose, quoi qu'il arrive. Ouais. L'anecdote la plus marquante sur Ben Arfa, je pense que c'est Neymar qui l'appelle Phénoméno. Je pense que quand Neymar t'appelle Phénoméno, à partir de là, ta carrière est terminée, tu vois, tu peux ranger les crampons, t'as tout gagné. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, en termes de talent pur, sur ses qualités intrinsèques, ce mec-là aurait pu être parmi les plus grands noms de ces 20 dernières années. S'il avait bossé sérieusement, s'il avait eu le professionnalisme d'un Ronaldo, ce mec-là aurait pu aller chercher un ballon d'or. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu le sérieux, il n'y a pas eu l'entourage. Apparemment, il a une vie assez compliquée. Voilà. Donc, d'ailleurs, ça sera intéressant de voir parce qu'apparemment, toute sa carrière a été filmée. Oui. Donc une fois sa carrière terminée, certainement qu'on en apprendra un petit peu plus. Sauf que Hatem Ben Arfa, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui peut donner une image de lui peut-être un petit peu arrogante, nonchalante, tout ça, un peu nonchalant. On a un peu l'impression qu'il en a rien à faire, alors que c'est vrai que dans toutes les interviews de joueurs qui ont partagé un vestiaire avec lui, qui ont partagé un terrain avec lui, te disent que c'est absolument l'inverse. Et au final, c'est plus un gamin un peu surdoué qui donne un peu l'impression de ne s'être jamais adapté au monde professionnel, en fait. C'est pas un travail. C'est pas du travail pour lui, c'est du plaisir. Et s'il peut dribbler 12 mecs, il va dribbler 12 mecs. Et puis il va perdre le ballon. Mais ça l'aura fait marrer parce qu'il en aura dribblé 12 quand même. Comme l'anecdote où, sur ses premiers entraînements à Lyon, il dribble les Chris, les Cassapa. Il va même dribbler Grégory Coupet. Et il marque dans le but vide. Et derrière, je crois que c'est Paul Le Guen qui dit allez, hop, on arrête l'entraînement parce que tous les darons du vestiaire voulaient lui couper la jambe. C'est ça aussi Ben Arfa. C'est à partir de 17 ans, c'est pas de l'irrespect, c'est de la candeur, tu mets le mot que tu veux. C'est pas, il y a pas une volonté méchante derrière. Mais c'est oui, s'il peut te dribbler et derrière te regarder avec un sourire en coin. Ça a été toute sa carrière et c'est un peu dommage. Alors oui, effectivement, il va y avoir un film de Bruno Sevestre qui va sortir à la fin de sa carrière, mais il y a ce côté vraiment plaisir plus que travail, quoi. Et c'est Mathieu Bonnemer qui disait ça cette semaine. Il dit il est en paix avec lui-même.
tout le monde lui invente des what if, il aurait dû, il aurait pu. Mais Ben Arfa, alors c'est les propos de Mathieu Bonnemer. Moi, je pense qu'il y aura des regrets. Forcément, à un moment donné, il va prendre une claque. Dans 10 ans, il va dire merde, j'aurais pas dû faire ça ou c'est pas possible avec tant de talent. Mais en tout cas, Mathieu Bonnemer a clairement dit qu'il était clairement en paix avec lui-même et que donner du plaisir comme ça, sporadiquement aux gens, ça lui allait très bien. Je sais pas si tu as les yeux sur le chat, Max, mais il y a FC Soka qui te fait une belle passe décisive. Ah, je n'ai pas malheureusement, je n'ai pas le chat. Ah, bravo. Que dit-il ? Qui nous dit que pour essayer de vraiment comprendre Ben Arfa, on peut relire un certain bouquin. Oui, effectivement, on peut le lire, on peut l'acheter, il en reste plus beaucoup. Donc foncez, parce qu'il y aura sans doute pas de réédition. Mais 1987, Génération sacrifiée, et il y a des histoires aussi des autres. On parlait de la fin de carrière de Nasri, on a parlé de Benzema tout à l'heure. Donc tout cela, tout est un peu expliqué là-dedans. Foncez. Ouais. Alors, on se fera un sujet, un T4 sur la Génération 87 dans cette émission. On l'a toujours pas fait. Je sais pas pourquoi, mais faut qu'on le fasse. Faut clairement qu'on le fasse. Il y a des choses à dire. Ah bah, il y a des choses à dire, il y a des choses à raconter. Ceux qui ont percé, qui n'ont pas percé, qui ont un petit peu joué en Ligue 1, qui ont disparu. À l'OM, on en a eu des mecs comme ça. Je sais pas si Ahmed Yayaoui. C'est le nom que j'allais dire. Ahmed Yayaoui à l'époque. Bah oui, Ahmed Yayaoui, Nasri, c'était un peu les mecs qui allaient porter l'homme. Au final, il y en a qu'un qui est vraiment devenu pro. Je sais pas, il a eu des histoires un peu louches, le Yayaoui derrière. Enfin, il y a tout un truc. C'est un personnage, Ahmed. J'avais le téléphone pour le livre et c'est vrai que. Mais c'est pareil. À un moment donné, il a eu José Mourinho au téléphone, qui voulait le faire venir à Chelsea. Et puis ils ont pris Lassana Diarra. Peut-être un peu plus rond, tu vois, un peu plus concerné par le ballon. Et puis il y a eu des histoires avec Anigo, etc. C'était aussi l'OM fantasque des années 2000. Donc, mais oui, ils ont tous eu des carrières et au-delà du terrain, aussi des choix de vie, des parcours de vie qui sont tous. Mais c'est intéressant pour les plus jeunes, parce qu'on parlait tout à l'heure de ceux qui sortent actuellement des centres de formation. Il y en a beaucoup qui ont appris aussi des échecs, entre guillemets, de cette génération 87, que ce soit dans l'entourage, que ce soit dans la façon de gérer le début de carrière, etc., la médiatisation, etc. etc. Ouais. 1987, génération sacrifiée dans les bacs. Exactement, dans les bacs. Allez-y, franchement, foncez. C'est un recueil d'histoires sur toute cette génération absolument incroyable et qui certainement vous aidera à mieux comprendre pourquoi certaines carrières n'ont pas eu l'éclat qu'elles méritaient de base. Allez, on continue en parlant d'éclat. Je pense que là, on va se faire un petit peu plaisir avec le top but qu'Amaury et Adrien nous ont préparé avec ce geste d'attaquant ultime, la bicyclette. Petit top but. Ah là, on va en prendre plein les yeux avec d'abord Michel Bastos, un artiste, un vrai, contre l'Estac. Bastos, connu peut-être plus pour des frappes de loin, des missiles, des coups francs, mais brésilien dans l'âme, et quand il faut faire un petit geste acrobatique, Ligue 1 Legends, je pense que Joël, Michel Bastos, ça te parle. Bah bien sûr, Michel Bastos, surtout à Lille, il mettait énormément c'est là-bas que c'était révélé, c'était beaucoup de frappes lointaines. Il en marquait quand même à Lyon, mais un petit peu plus discret sur cet exercice. Donc très bon souvenir de Bastos. Ouais. À Lyon, il joue dans une position un peu plus reculée aussi. Ouais, c'est ça, il jouait latéral, arrière gauche. C'est ça. Un spécialiste du geste, Max Ocampos. Ouais. Alors ça c'est le soir du 6-0 avec Mitchell, où tout le monde s'est dit « Waouh, on a recruté le nouveau Pep Guardiola, ça va être n'importe quoi, on a fini 15e 6 mois après, c'était horrible, on a passé la pire saison de notre vie. » La mesure marseillaise, 6-0 avec Mitchell, on s'est dit incroyable. Un autre spécialiste du geste, et je pense que là aussi ça va vous parler, c'est Ilan. Alors il y en a une qui va venir qui est peut-être la plus belle pour moi. Voilà. Avec Saint-Étienne. J'attendais celui d'Ilan avec Saint-Étienne. Celui-là est évidemment dans mon truc, mais Ilan a aussi joué à Bastia. Il a fait les deux clubs corses et il en a marqué une petite sympa du côté de. Là c'était à Reims. Donc Ilan et Ocampos, c'est je pense un peu les deux qui aimaient beaucoup ce genre de truc. Voilà, là, merci à Amaury. Ah oui. Peut-être la plus belle. Parce qu'il se l'amène en plus. Rivaldo. C'est ça. Exactement. Je me rappelle. Je me rappelle ce match-là. Le lendemain, j'avais cours et j'avais chambré tous les supporters du PSG. C'était le match du dimanche soir, je me rappelle. Et, c'est ça. T'as le retourné le lendemain en cours de techno, on en parlait et tout ça. Mais ça, c'est les bons moments où le PSG prenait des golazos, tu vois. On pouvait un peu rire.
Ouais, Nous, maintenant, on souffre un peu, on peut plus trop. Ouais. Voilà, une autre d'Ocampos quand il était à Monaco. Et ouais, peut-être qu'on avait zappé ça, mais il a commencé sa carrière du côté de en division, en Div 2, ouais. C'est ça. En Ligue 2, après, il achète à River pour un bon petit montant, 8-9 millions d'euros, je crois, de mémoire. Donc ça... Il avait une grosse cote avant de débarquer en France, Lucas Ocampos. Ouais. Donc là, c'était avec l'ASM. Il aime beaucoup ce geste, et même à Séville, il essaie de le reproduire de manière assez fréquente. Ah là, bah voilà, ces petits plaisirs bordelais. Roland sur un centre de Sabali. Sauf que le centre n'est pas évident. Il est assez bas pour un retourné. Il est bien en arrière, donc faut être sûr du geste. Là, c'est clair que. Il n'avait pas été élu but de l'année, celui-là. Alors, ça me dit rien. Je sais que le but de Malcolm à Dijon a été élu but de l'année. Peut-être que tu confonds avec celui-là de Bordelais, mais ça me dit rien. Je pense qu'il était dans la sélection. Sans doute. Oh là, il est sale celui-là. C'est qui? Alors ça, je pense que tout le monde l'a oublié. Thierry Doubaï. mais si, international ivoirien. Ah bah voilà, c'est bon. J'allais dire, tout le monde a oublié ça au Joël, et voilà. International, mais qui a pas été très bon. Celui-ci, quand j'ai retrouvé, je me suis dit, ah ouais, ok. Thierry Doubaï, qui jouait en Suisse, et il arrive à Sochaux, c'était pas un joueur qui a marqué la sélection, quoi. Voilà. Alors là, monsieur Gigliotti, le duo body de Ligue 1, Grax Gigliotti, bah voilà, Gigliotti qui marque dans un derby. J'étais juste derrière là, vas-y, je voulais pas le voir celui-là. Sur un centre de Javier Saviola. Oh purée. Le sponsor Rica Lewis. Bien sûr. Grégory, au cage, spécial. Oh là 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 là. J'espère qu'il y a celui de Carlos Eduardo contre Lyon après. Hein. Ah oui, et celui de Julie contre Lens. Alors, Julie, il y a débat parce que c'est plus une volée acrobatique, tu vois. J'ai essayé de prendre vraiment le retourné où le mec est en arrière, mais Julie, j'y ai pensé, ouais. Là, on a notre ami Ricardo Fati qui en a marqué un contre Bordeaux, assez sympathique. Ouais. Ah, il est propre celui-là. Et celui de Dehu contre le PSG ou avec le PSG contre Monaco. J'avoue qu'ils seront pas tous là. Ah là, c'est mon deuxième préféré, Djibril Cissé. Ouf. Là, la puissance, là, c'est... Ah ouais, ça, c'est violent, ça. Là, celui-là, je pense que c'est 2001-2002, où le buteur du PSG ce soir-là, je crois que ça termine un partout. Le buteur du PSG ce soir-là est incertain. C'est Pochettino. Il est fort, c'est Pochettino. Alors, je vais te donner un détail de cette histoire. Pourquoi je me rappelle de ce match? C'est peu de temps avant l'officialisation du transfert de Ronaldinho. Ah, ok. Oui. C'est la soirée où Ronaldinho, et en fait, à l'époque, moi j'étais un des premiers de mon quartier à avoir Internet, et donc tu avais un peu des petites compilations de Ronaldinho. Il y avait une chaîne française qui diffusait un peu du championnat brésilien qui s'appelait Pathé Sport à l'époque, et j'ai essayé d'avoir des infos sur Ronaldinho, est-ce qu'il est fort, et ce soir-là, je crois, c'est par là que tu as l'officialisation de Ronaldinho. Il y a eu un partout, je me rappelle. But de la tête, un truc comme ça, voilà. Incroyable. Voilà. C'est tout. Désolé pour Carlos Eduardo. C'est honteux. Mais je me suis dit que aussi. Moussasso qui est venu à retourner un jour. Ouais, très très bon. On le gardera pour son match de légende à Guingamp, pour faire un petit page sur lui. On le mettra à l'honneur à ce moment-là. On fera un bon petit truc. Notre ami Carlos. Par contre, il y a un truc qui est assez honteux aussi. Alors peut-être que t'as peut-être pas trouvé les images, mais là les anciens vont nous tomber dessus. Où sont les retournés d'Amara Simba? Là, je t'avoue que je pense que c'est les images. Là, j'avoue que c'est les images par rapport à ça. Ah, parce que lui, quand tu parles de ce geste, t'es un peu obligé de l'évoquer, quoi. Mais après, voilà, on a les archives de la Ligue 1, mais des fois, il y a des matchs qui sont trop vieux et on les a pas. Voilà, le chat, comme Cyril me dit, papa aussi était pas mal. Forcément, la papinade, tout ça, j'y ai pensé. Et les images, parfois, nous échappent. Ouais. Voilà, quand même, on en a quand même une belle sélection. C'était quand même assez sympathique. Petit rappel, pensez bien à follow la chaîne, bien sûr, pour ne pas manquer les prochaines émissions et les autres programmes de la Ligue 1 Uber Eats sur Twitch. N'hésitez pas. Ce soir, n'oubliez pas aussi le match de Ligue 1, la grosse affiche Lyon-Nice. Je pense que ça va être quand même assez énorme. Victoire de Nice. Très bon. Il va revenir, lui. Il va revenir. Il marque des points, lui. Il marque des points. T'es pas venu pour rien. On va rester par contre sur l'OL pour le coup. On a pas mal parlé de Nice. Donc on va revenir un petit peu sur l'OL pour le match de légende du jour. Un match pas si vieux que ça d'ailleurs, Max. Pas si vieux que ça, qui a peut-être pas autant marqué les esprits que ceux qu'on a fait auparavant, mais il a pour lui deux spécificités. La première, c'est qu'il y a eu énormément de buts et de beaux buts.
Et la seconde, c'est que, vu que c'était le début de saison, c'était aussi le début des carrières de plein de joueurs qui ont été importants dans ce match-là. Alors, c'était le Lyon-Bordeaux d'août 2017. Amaury, si tu as les compos avant qu'on envoie les images, donc on voit là la compo de l'OL, avec encore des joueurs qui sont là, hein. Anthony Lopez notamment dans les cages, 4 derrière Marcel Morel, Marcelo Tété qui venait d'arriver, Darder Touzard, je sais pas si c'est un bon souvenir du côté de l'OL, mais en tout cas je pense que resté un bon chouchou. Il a notamment marqué un top but contre le PSG, je crois qu'il a gardé une vraie bonne cote, hein. Et les 4 de devant, c'était quand même violent, Depay, Fekir, Bertrand Traoré, Lacazette, Mariano qui venait d'arriver, et je pense qu'on a celle de Bordeaux qui va pas tarder à arriver aussi, avec moins de grands noms, hein, si tu me permets. Ça fait un peu moins rêver quand même. Ouais, ça fait cheap, hein. Il y a Malcolm. Voilà, Malcolm efface tout. Ouais. Qui, voilà, il y a Malcolm et les tout autres. Le long. Tout l'allant capitaine. Ouais, vers la fin, qui était vers la fin. Ouais. Tout l'allant capitaine. Mais c'est vrai que sur le principe, même si Bordeaux fait un bon début de saison, Lyon sortait de 2 victoires. Sur les 2 premiers matchs, c'était la 3e journée. Il y avait quand même un favori au Parc OL. Alors, je sais pas si Amaury peut penser quand même pour Younous Sankaré, qu'on voit sur la compo et qui est en train de vivre des moments assez compliqués en Turquie. Exactement. On pense à lui. Évidemment. Donc voilà, c'était le début de la saison, il faisait beau, il faisait chaud, les Bad Guns chantaient la Marseillaise, et il y avait plein de joueurs, comme on l'a dit, qui faisaient leur début. Benoît Costil venait d'arriver du côté de Bordeaux, Mariano Diaz, Bertrand Traoré venait d'arriver du côté de l'OL. On était sur les premiers matchs de tous ces joueurs-là, et c'est un match qui va démarrer assez rapidement par un but qu'on a vu dans la dernière émission, dans la compile d'Adri, un but qui fait sans doute partie pour le coup des plus beaux de ces dernières années, le but de Nabil Fekir, l'inspiration géniale du milieu de terrain. Alors voilà, la violence, pied droit en plus pour le gaucher. C'est vrai que pour les premiers matchs de Benoît Costil, ça doit pas être évident. Le petit sourire de Pep Genesio satisfait. Mort de rire. Ouais. Et puis là, bon, au bout de 5 minutes de jeu, voilà comment réveiller ton stade, si tu veux, en pleine soirée d'été. Alors là, je crois qu'Amaury a mis tous les ralentis possibles, imaginables, tous les angles, vraiment, pour que vraiment on se délecte de ça. Oui, non, mais faut apprécier ce genre de geste, faut apprécier. C'est aussi ça, Ligue 1 Legends. Et 20 minutes plus tard, sur une passe de Depay, Kenny Tété qui ouvre son compteur but pour l'OL. 2-0 après 25 minutes de jeu. J'imagine, Adrien, que tu attendais plus grand-chose de ce match-là. On s'attend à une belle petite claque pour la bande à Jocelyn Gourvenec. On s'était dit que c'était très très mal embarqué, ouais. Et là, l'un des tournants du match, alors là, je vais vous demander votre avis. Darder venait de prendre un carton jaune quelques minutes avant, et la deuxième carton jaune de la part de Clément Turpin. Douche pour Sergi Darder après 30 minutes de jeu. Petite faute sur Toulalan, le capitaine. Alors, est-ce que Toulalan joue bien le jeu ? Est-ce qu'il y a deuxième jaune ? Est-ce qu'on aurait dû faire preuve de pédagogie ? Le débat est lancé. Le geste n'est pas maîtrisé, c'est jaune, hein ? Normalement, voilà. Et dans la foulée, c'est immense frappe déviée par Mariano, mais 2-1. Et là, on se dit, il reste 60 minutes. Adri, là, l'espoir renaît un petit peu. Alors on se dit, bon, là ça peut être pas mal, mais Bordeaux en infériorité numérique, c'est toujours très compliqué à gérer comme situation, mais il y avait Malcolm. Et donc Bordeaux va évidemment pousser, on vient de passer en seconde mi-temps. Immense match d'Anthony Lopez, pendant très longtemps, qui empêche les Bordelais de revenir. Et là, pareil, Bertrand Traoré qui signe ses débuts avec l'OL. Un bijou. Incroyable. Un bijou. Comment se faire accepter de son nouveau public ? Voilà, coup franc de 30 mètres. Est-ce que Benoît Costil a un petit, encore une fois... Oui, là, parce que c'est pas placement, on est obligé de le dire quand même. On est obligé de le dire. Un peu trop confiance dans son mur. Et là, 86e minute de jeu. 3-2, Lucas Le Rageur, qui vous a peut-être pas marqué plus que ça pour le coup. Alors, bon soldat, mais ouais, voilà... Passage pas mémorable. On disait le rageur ou le ragueur ? Les ragueurs, normalement. Les ragueurs, tu vois. J'ai jamais su, tu vois. On m'excusera la prononciation. Polonais, c'est ça, de mémoire ? Non, danois.
Danois, tu vois, vraiment tout faux. Et là, 90e minute de jeu. Alors là, ça se passe de commentaires. Le 1-2 avec François Camano, je vous laisse... La violence. Vous étiez heureux, Bordeaux, un petit peu à cette époque avec Malcolm. Mais là, franchement, il fallait. Voilà, tu vois, 4 ans après, vous étiez heureux et tout, là. Et tu vois, il y a Laborde. Non, mais Laborde, Gourvenec comptait à moitié sur lui. Il n'était pas encore totalement fini. Le Laborde de Montpellier puis de Rennes, c'était pas du tout le Laborde Bordeaux, mais c'était un bon jeune, tu vois. Tu pouvais quand même essayer de faire quelque chose. Ça tournait entre lui. On avait Alexandre Mendy, il y avait Roland aussi de temps en temps. Mais le facteur X, c'était Malcolm. Si Malcolm était en forme, on savait que cette équipe pouvait chercher des vrais résultats, quoi. Oui, et puis Alex Mendy, c'était un peu l'homme quand même de Jocelyn Gourvenec aussi. C'est un mec, c'est un peu Mendy sans carré, surtout sans carré. Gourvenec, partout où il est passé, il a emmené Guingamp, Bordeaux. Et pour le coup, le sans carré de Bordeaux, même si c'est mal terminé avec Paul Sousa, il a rendu beaucoup de services. Il a même joué à un moment numéro 9, quoi. Donc, il a dépanné un peu dans tous les russes possibles. Mais ouais, franchement, souvenir mémorable. Le but de Malcolm, je me souviens dans mon studio parisien, avoir crié, avoir réveillé l'immeuble, quoi. Parce que là, ce but comme ça, ce missile. Ouais. C'est ça, 90e minute. Alors, Lyon finira 3e cette année-là. Joël, tu te souviendras sans doute, c'est l'année où il termine juste devant Marseille. À la dernière journée. Dernière, je sais plus. J'oublierai jamais, ouais. Mais il avait fait très très mal cette 4e place pour l'OM. Avec un but de Memphis. Ouais, exactement. Le fameux Lyon-Marseille qui sera déterminant pour la fin de saison. Et le but de Memphis à la 92, 13, 14, beaucoup trop tard. Ouais. Et Bordeaux finira 6, je crois, 6 ou 7. C'est ça. En fait, on a vécu une saison très paradoxale parce que il y a eu une bonne entame et puis il y a eu l'épisode Vidéoton, forcément en Europa League, qui nous a coûté très cher. Ah ouais, et Gourvenec, mal terminé. Je crois que sur les 15 derniers matchs, il y avait une seule victoire contre Saint-Etienne. Bref, Gustavo Poyet arrive, Grinta, mise en place d'un 4-3-3 bien régulier, bien structuré comme on aime. Le colonel uruguayen, quoi. La 6e place, donc merci Gustavo Poyet. Bon, il y a eu aussi une fin assez particulière avec la fameuse conférence de presse où il pète un câble littéralement. Incroyable celle-là. De Poyet sur le terrain parce qu'il est resté 6 mois, mais c'est un court passage assez fabuleux, ouais. Et c'est la plus belle saison de Malcolm, la saison de l'éclosion, véritablement. Sa 3e chez vous, enfin 2,5. Et il partira à la fin de cette saison-là. Je crois, il met une 15aine de buts, et dont ces deux-là. Il lance sa saison là-dessus. Il partira au Barça 24 heures après avoir dit OK, je vais à la Roma, avec cette fameuse image des supporters romains qui l'attendent à l'aéroport. Ça, c'était assez fabuleux aussi. La douille incroyable. Mais moi, Malcolm, quand je le vois arriver à Bordeaux, j'étais mort de jalousie parce que c'était une époque où je regardais pas mal le foot brésilien, je m'y intéressais beaucoup. Et je m'intéressais beaucoup au club de Corinthians, où a été formé Malcolm. Et dessus, t'en voyais que c'était une énorme pépite. Et je disais, mais purée, si seulement Nice pouvait aller le prendre, tu vois, j'attendais que ça. Et là, quand je le vois, Malcolm vers la France, ouais, Malcolm à Bordeaux, oh merde. Il arrive dans un mercato hivernal 2015-2016, le dernier de Sagnol, où il y a 4 joueurs qui arrivent en même temps. Il y a lui, il y a Bernardoni, il y a Debuchy qui a joué à Bordeaux, voilà. Et Arambari qui après est parti faire les beaux jours de Retafe. Mais voilà, c'est un peu le seul qui a performé, qui est resté à Bordeaux pour faire sa petite carrière. Et quand il arrive, il a une super réputation. Il a toujours une belle filière brésilienne. Il y avait eu Ricardo qui était là, qui avait ramené les Henrique, Wendel, Fernando, Jussier. Et Malcolm, c'était un peu le dernier représentant de ce bel héritage. Il y a eu Otavio et surtout Jonathan Cafou, qui était une moins belle réussite parce que Cafou, il avait fait mal au PSG avec Ludo Goretz, mais à Bordeaux, c'était pas ça. En même temps, déjà un mec qui s'appelle Jonathan Cafou, tu sens qu'il y a un problème quelque part, quoi. Tu sens qu'il y a une arnaque. Ça peut pas fonctionner. C'est ça. Déjà, c'est comme si moi, les gens comme ça, un genre il s'appelle Jean-Pierre Ronaldinho, tu sais qu'il y a une douille, quoi, tu vois. T'y crois pas, hein. Ouais, en tout cas, il y a Soso Chat sur le chat qui te remercie, Max, pour cette chronique. Tu as fait des Bordelais heureux et nostalgiques aujourd'hui. Je sens qu'ils en ont besoin, donc il fallait. Là, il nous faut un petit truc là avant l'enfer de Bollard demain. Ça une petite piqûre, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un match sympa, ça aussi, Bordeaux-Lens demain. Enfin, Lens-Bordeaux, du coup. Ça peut être très, très sympa. On se fait une dernière chronique pour clore cette émission.
avec peut-être l'un des joueurs les plus atypiques de ces 20 dernières années. En tout cas, moi, c'est un joueur que j'avais adoré. Tu penses à qui, Adri, aujourd'hui ? Ah, bah, je vais penser à Bonaventure Kalou et je vais faire forcément plaisir à Joël qui nous partagera ses souvenirs. On en a plein. Sur Twitter, Twitter, je l'ai appelé le Scottie Pippen ivoirien. Et c'est pas un hasard parce que c'est vraiment un lieutenant. Mais c'est le sens de la formule d'Adri sur Twitter, c'est exceptionnel. Il a tellement raison. En sélection, c'était peut-être l'un des joueurs les plus importants. Mais t'avais Drogba, donc personne s'en occupait, quoi. Et c'était l'un des plus réguliers en sélection. Exactement, je voulais avoir ton avis là-dessus. En sélection ivoirienne, t'avais Drogba. À Auxerre, t'avais Djibril Cissé. Au PSG, t'avais Paoletta. Et à chaque fois, c'était l'adjoint, le super. Non, mais c'est tellement vrai. Et quelqu'un qui comprenait tellement ses attaquants, qui était parfait dans ce rôle-là. Alors, 9,5, 10, second attaquant, les positions peuvent varier. C'était assez flexible. Mais Bonaventure Kalou, à Maurice, si tu as la petite sélection compile. Franchement, j'en ai fait des joueurs, je commence à les faire, tu vois, j'ai fait des beaux joueurs, hein, j'ai fait Tjallström, j'ai fait Kallenberg, j'ai fait encore il y a quelques semaines Michael Essien, mais en revoyant vraiment les images de Bonaventure Kalou, j'ai été vraiment, je sais pas quelle sorte de formule, j'ai été bluffé tout simplement parce que j'avais un très bon souvenir de lui, mais dans son rôle d'attaquant, en fait, c'était quelqu'un qui savait tout faire, quoi. La passe, techniquement, il était là, en 1v1, il était très 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 bon. Je me rappelle, il avait mis un but qui va peut-être être mis là contre Auxerre, mais je crois une feinte de frappe, un petit passement jambe, une frappe. C'était un très très bon joueur à la GIA et en sélection. Pour revenir un peu sur ses débuts, formation à la SEC Mimosa, l'école Jean-Marc Guillou, qui une référence en Côte d'Ivoire. Départ. C'est l'un des premières parties, parce qu'on a eu la génération dorée, tu sais, avec Kolo Touré, Zokora, Emmanuel Eboué, et lui, il était parti un peu avant, il était parti, je crois, vers 96, vers 96, 97, un truc comme ça, à Feyenoord Rotterdam, où il gagne l'Europa League, la Coupe FA, avec Van Persie. Ouais, avec Van Hooijdonk, avec John Dad Thomasson, avec des noms assez sympathiques. Et voilà, Giroud flash sur lui à l'été 2003, le fait venir dans Lyon. Et voilà, c'est vrai que durant ces 2 saisons, on s'était dit que c'était sympa aussi de remettre encore un peu en lumière cette AGIA de cette époque, avec les Bunksson, les Messes, les Capo, les Tegno, les Matisse, les HUR. Bonaventure Kalou, c'était la dernière pierre. Voilà, en plus, maillot PlayStation 2, Kappa. Enfin voilà, ça c'est notre Ligue 1, quoi. Ouais, cette Ligue 1, ça sent bon tout ça, la Ligue 1 à l'ancienne. Franchement, est-ce que cette équipe de la JOCR, c'est pas l'équipe Ligue 1 Legends par excellence, quoi? Si, ouais, je pense. C'est fort possible. Rien que pour le maillot PlayStation 2, tu t'en rappelles, tu vois. Limite, on pourrait faire un sujet à JOCR à chaque émission, ça poserait aucun problème, je crois. Tu vois, tellement qu'elle était kiffante, cette équipe, c'était incroyable. Ils avaient révélé pas mal de talents, ils avaient gagné des Coupes de France, t'avais plein de... Il y avait du jeu, il y avait du flow, des joueurs charismatiques, il y avait tout, quoi. Il y avait tout dans cette équipe, c'était dingue. C'est ça. Il y a Rome dans les commentaires qui dit Kalou Chelsea. Non, ça c'est Salomon, c'est son frère. C'est son frère aussi du côté de Lille, qui a fait un beau passage dans le Nord. Auxerre, une vraie complicité, je l'ai dit, et en plus un besoin assez urgent, et cette anecdote qui est devenue assez célèbre, et que Joël va pouvoir confirmer, un match de qualification à jouer contre la Libye, qui se termine sur le score de 0-0, et Giroud et le président de l'époque, Gérard Bourgoin, qui affrètent un jet privé pour que Salomon Kalou puisse jouer la finale de Coupe de France 24 heures après, finale contre Sedan, le Sedan de Stéphane Noro notamment, où Kalou sera décisif, où il marquera le dernier but, et pour l'anecdote, Giroud a personnellement appelé l'un des fils de Kadhafi pour qu'il puisse bloquer les gens dans le stade afin que l'aéroport soit dégagé, que les routes menant à l'aéroport soient vides et que Bonaventure Kalou puisse venir. Et Bonaventure Kalou l'a dit, il a eu du flair à ce moment-là. On commence à voir un petit peu des images de Bonaventure Kalou au PSG. Une première saison où Bonaventure Kalou se trouve parfaitement avec Paoletta. Laurent Fournier, l'entraîneur de l'époque, lui fait entièrement confiance. Et en fait, ce qui a un petit peu déraillé pour Bonaventure Kalou, c'est ses relations avec les entraîneurs. Quand Guy Lacombe arrive, il le met pendant 2 mois en réserve avant de lui retendre la main. Et ça le porte bien parce que je crois qu'il marque en finale de Coupe de France contre, désolé Max et Joël, contre l'OM. Rentrant, je crois un truc comme ça, ou si je dis pas de bêtises. On n'aura pas les images de Coupe de France, mais voilà, c'était quelqu'un qui a été décisif. C'est mieux. Tant mieux.
Et pareil, la saison d'après, où il y a une blessure, il y a Paul Le Guen qui arrive en cours de saison, et pareil, ça ne passe pas. Dommage, parce que, comme je l'ai dit, il y a des matchs qui sont assez marquants. Son premier match au Parc contre Metz, il met 2 buts, une passe D. Il y a une relation avec Pauletta où, pareil, les deux se trouvent, et ça n'a pas duré assez longtemps. Je sais pas comment trop l'expliquer en termes de... Bon, j'ai dit, il y a une petite blessure, mais quand même, par rapport aux gestions, par rapport aux entraîneurs, Joël, moi, Bonaventure Kalou, ça me paraissait pas quelqu'un de difficile, tu vois, dans le quotidien, pour que ça se passe mal avec 2 entraîneurs consécutifs. Non, après, je pense que c'est vraiment contextuel. Je pense que c'était vraiment, il plaisait pas forcément aux coachs, ou les coachs avaient leur choix, mais par exemple, en sélection, on n'a jamais eu de problème avec lui. À la JOCR avec Giroud, qui était un peu un caractère, il avait jamais eu de problème, donc je pense que vraiment, c'est la faute à pas de chance. Tu rappelles, son premier match, elle avait quoi, mis 2 buts, je crois, 2 buts, ou... C'est ça. Je me rappelle très très bien de la couverture de l'équipe avec, le mercato, ils avaient recruté, je crois que c'était Elbuy, un truc comme ça. Je crois que c'était une saison où ils avaient recruté 3 grosses recrues. Ils avaient Dorasso. C'était Dorasso, je crois. Ouais, Dorasso, ils avaient recruté 3 je crois qu'ils prennent c'est Paoletta, Kalou et Dorasso, je crois, les 3. Voilà. Paoletta arrive une saison avant, 2003. Paoletta était déjà là? Je crois qu'ils avaient fait un gros. Le PSG, cette saison-là, avait fait un gros mercato. Il avait très très bien commencé, on y croyait tous. Après, il a commencé à s'éteindre au fil des saisons. Ouais. Kalou, je rectifie, le premier match contre Metz, c'est 1 but, 3 passes D. Donc un démarrage comme ça, forcément. C'est un truc comme ça, ouais. Ça va. Tu te dis, c'est parti pour. En plus, il y a ce but contre Nantes avec ce fameux maillot. Louis Vuitton. Ouais, c'est ça. Très très beau celui-là. Je suis portugais, mais il faut reconnaître que ça a été pas mal. Enfin, on n'aura pas beaucoup d'images de Kalou au RC Lens, mais l'histoire d'amour qui devait être reformée avec Giroud a tourné un peu au fiasco, tout simplement. Il n'est resté que 6 petits matchs, donc 4 de Ligue 1. Et tout de suite, alors il n'y aura pas de Lensois pour l'expliquer, mais Kalou est pris en grippe clairement par le public, c'est-à-dire que son deuxième match à domicile contre Valenciennes, il sort sifflé. C'est-à-dire que je crois que j'ai jamais vu ça, un joueur qui fait son deuxième match et qui termine sifflé. Alors après, Lens, c'est très compliqué, ils descendront au bout de cette saison-là. Giroud était pas forcément désiré par tout le monde. Une fin qui se termine, il part en septembre du côté d'Al Jazeera avant de revenir faire une petite pige aux Pays-Bas à Eindhoven et de terminer sa carrière en 2010. Et voilà, je pense à Bonaventure Kalou. Ça n'aura pas duré très longtemps en termes de très haut niveau. Son apogée, on va dire, ça aurait été 3 saisons entre guillemets et demi. Mais quand même, ça aurait été un joueur. Franchement, je vous le dis, j'ai été bluffé par les images que j'ai revues. C'était quelqu'un qui savait tout faire, quoi. Et moi, je me suis toujours posé la question avec ce mec, quel était réellement son poste? On le voyait un peu partout, un peu buteur, un peu passeur, un peu avant-centre, un peu numéro 10. 9,5, moi j'aurais tendance à dire. Ouais, parce qu'à Feyenoord, il jouait vraiment attaquant au départ. Ensuite, à la JOCR, tu le vois un peu au milieu offensif, 9,5. Au PSG, dans mes souvenirs, il recule un peu. Et puis, c'était un joueur un peu hybride qui jouait un peu partout. Et c'était quand même assez fort, assez impressionnant. C'est vrai que vraiment. Et pour la petite info, je sais pas si vous le savez, il est devenu maire d'une ville en Côte d'Ivoire maintenant. J'ai vu passer ça. Il est devenu maire d'une petite ville qui s'appelle Vavois, une petite ville tranquille et de 100 000 habitants. Voilà, ça, c'est pas loin de chez moi. Voilà. Ouais, ville de 100 000 habitants quand même. Ça va, c'est pas non plus, pas non plus le petit plat, le petit patch là. Ça va. C'est clair. Mais ça fait partie aussi de la grande Côte d'Ivoire. Enfin, la Côte d'Ivoire avec laquelle on a nous grandi aussi, et qui était favorite de la CAN, avec Drogba qui essayait toujours d'aller en gagner une. Il y a eu aussi l'importance de cette équipe-là, voilà. L'importance de cette équipe-là dans le pays, ne serait-ce que au niveau de la société du pays, sauf si je dis une bêtise, mais ils ont quand même été impliqués dans tout ça. Ouais, bien sûr. Ouais, il fait partie de la grosse équipe de 2000. Lui, il est arrivé en sélection avant Drogba. Je crois que c'est vers 2000, il a ses premières sélections. C'est peut-être un peu avant. Les premières CAN, ça se passe pas très bien. Et puis derrière, on a la génération dorée de 2006 à 2006, on va dire jusqu'à 2013, où on fait la Coupe du Monde 2014. Enfin, de 2013 à 2006 à 2014. Lui, il y est plus. Lui, il fait je crois, il quitte la sélection vers. Si je dis pas de bêtises, 2008, 2009, c'est là forcément là où il a moins de résultats avec le PSG, où il part à Lens. D'ailleurs, à Lens, à cette époque-là, tu as 2 autres joueurs ivoiriens. Il y a Haruna Dindan, je sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr. Et Kanga Kali, qui sont à Lens et tout. Eux, ça avait un peu mieux marché pour eux, et derrière, on le reverra plus.
Puis un dernier truc sur Bonaventure Kalou, c'est un peu, je sais pas si ça a disparu, mais c'est quand même quelqu'un qui avait une relation très très forte avec Giroud, un entraîneur. On l'a vu après au PSG, c'est pour ça que ça n'a pas forcément matché. Et c'est quelque chose d'assez singulier, quoi. Quand Bonaventure Kalou parle de Giroud, il en parle comme d'un père, et vice versa. Giroud, quand il parle de lui, c'est comme un fils. Et c'est vrai que ça pouvait se ressentir peut-être sur ce qui a manqué au fil du temps quand il est parti au PSG, puis il a essayé de reformer ça à Lens, mais voilà, le contexte, j'ai dit, c'était trop compliqué. Bonaventure Kalou a quand même été dans l'équipe type NFP 2005, 122 matchs joués en Ligue 1, 31 buts inscrits, 14 passes D, belle feuille de stats. Et comme j'ai dit, voilà, c'est que 122 matchs, on aurait aimé voir plus de Bonaventure Kalou. Malheureusement. Mais à Lens, c'était compliqué. La saison à Lens dont tu parles, c'est la saison où t'as Giroud qui vient, qui part au bout de quelques journées, qui fait une grosse interview sur Canal en disant ouais, j'ai plus la force nanani. Je crois après c'est Jean-Pierre Papin qui le... Oui, et Jean-Guy Wallem. Ouais, voilà, et puis c'est vraiment... Il y a Daniel Leclerc aussi qui revient, il y avait un sauvetage... C'était un peu n'importe quoi, et donc tout le club cool, et lui par la même occasion, quoi, malheureusement. Ouais, c'est vrai que ça fait penser aussi à Kanga Calais, pareil, avec Lens, ça avait été compliqué. Les Auxerrois passés par Lens à ce moment-là, ça marchait pas trop. Ça marchait pas, ça marchait pas, clairement pas. Bon, en même temps, c'était la crise à Lens, c'était structurel, ça allait bien plus loin que le cas de chacun des joueurs que l'on peut citer. Mais ouais, Bonaventure Kalou, un petit goût amer quand même, un petit sentiment de gâchis. D'inachevé, c'est quand même dommage. Alors, sans dire que ça aurait pu être, évidemment, comme tout à l'heure, on a pu le dire avec Ben Arfa, un potentiel Ballon d'Or, un potentiel joueur pour le Real Madrid, mais ça aurait pu être vraiment mieux, et notamment sur son passage à Paris. Ça laisse des regrets, parce que la doublette Paoletta-Kalou, sur le papier, ça aurait pu être l'une des plus belles doublettes de ces 20 dernières années, quoi. Et puis, il y avait la place dans l'effectif. Il y avait clairement la place pour un Bonaventure Kalou à l'époque. On était quand même quelques années avant le changement de dimension du PSG. À cette époque-là, alors on les a évoqués, les Paoletta, les Dorasso, il y a Jérôme Roten, il va y avoir Julie quelques années aussi après, mais Bonaventure Kalou, il a sa place à minima dans la rotation dans cet effectif-là, compte tenu de ce qu'il avait fait à Auxerre. Après, malheureusement, c'est purement des choix de coach que je pense des performances sportives. Malheureusement, donc, On parlait en même temps de la période de Lens à ce moment-là qui était compliquée. Paris, c'était pas non plus la folie à ce moment-là. Non. Oui, bien sûr, Paris, c'était pas fou du tout. Mais... C'est vrai que tu quittes la stabilité d'Auxerre pour aller quand même dans deux clubs. Déjà en termes d'exposition médiatique, en termes d'extra-sportif, tu passes d'Auxerre à Paris, forcément, la vie change. Et son statut avait aussi changé, parce qu'il faisait à l'époque partie des très très bons joueurs de Ligue 1, et il était censé aussi faire passer un palier à ce PSG-là, ou le stabiliser, ou en tout cas amener un véritable plus à côté de Paoletta. Et c'est vrai que quand ça ne marche pas, derrière ta cote, elle baisse drastiquement. Quand tu réussis pas à Marseille, ou quand tu réussis pas au PSG, forcément on en a vu beaucoup. T'es joueur de petit club, quoi. On en a vu beaucoup des joueurs qui se sont fait bouffer par le contexte, et ça remet en rien en cause leur qualité. Mais des fois ça matche pas parce que les contextes sont pas les bons. Et on peut parler du Marseille des années 2000 comme du PSG de cette fin des années 2000 aussi. Il y a trop de joueurs qui sont passés par là, qui étaient des excellents joueurs de Ligue 1, et puis qui, par rapport au contexte, on n'a plus revu, ou qui sont repartis derrière sur des clubs comme Lens, comme Nantes, comme Lille, comme... Et c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission. C'est ça. C'est l'occasion. Voilà. Parce que nous, on les oublie pas. Bon, merci Adri, merci les gars, franchement c'était top, merci pour vos chroniques. Merci Joël d'être venu, c'était un vrai plaisir de partager ça avec toi. Je viendrai avec le maillot de l'OM, je pense. Ouais, histoire d'être plus raccord, mais très beau maillot, ceci dit, toujours des beaux maillots, les maillots Kappa. Exactement, il est un peu moulant, j'aime bien, c'est propre. Oui. Voilà. Merci à vous sur le chat, j'espère que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à follow si c'est le cas, pour ne pas manquer notre prochaine émission le mois prochain, et pourquoi pas découvrir aussi les autres programmes, notamment Pass D avec Rivenzi et Zach Nani, et poursuivre la e-Ligue 1 bien sûr avec Kanto. Si vous voulez voir les anciennes émissions, ou si vous avez pris cette émission en cours et que vous voulez rattraper une partie, le replay sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de la Ligue 1, ça sera disponible gratuitement, voilà, n'hésitez pas. Merci à tous et passez un très très bon week-end. Ciao. Bon week-end.